à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Trading University Center. Nous sommes le mercredi 10 novembre 2021. Je suis heureux de vous accueillir pour ce nouveau briefing de ce mercredi. Beaucoup de choses à se mettre sous la dent aujourd'hui, notamment l'inflation, l'indice des prix à la consommation. Et bien sûr, mercredi, qui dit mercredi, dit stock de pétrole à 16h30 aux États-Unis, donc à suivre de cela de très près. Alors avant de rentrer un petit peu plus dans l'aspect fondamental, je vais aborder quelques minutes sur l'aspect fondamental et bien sûr on abordera par la suite quelques analyses graphiques. L'avertissement légal sur les risques, je vous laisse bien sûr prendre connaissance de cet avertissement. Les produits proposés dans ce webinaire, donc dans ce briefing, sont des produits utilisés uniquement en effet avec un effet de levier. De ce fait, le trading sur ces actifs comporte un degré de risque susceptible de ne pas convenir à tous les profils d'investisseurs. Vous devez être conscient des risques associés aux produits CFD et consulter un conseiller financier si vous avez quelques doutes que ce soit. Toute opinion, information de marché, note de recherche, analyse des prix et autres notifications ont pour seul et unique but de commenter l'évolution des marchés et ne constituent en aucun cas un conseil d'investissement. Trading University Center ne pourra en aucun cas être tenu responsable des pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner, qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà, donc ça c'est fait. Voilà, on va démarrer tout de suite, notamment au niveau de ce webinaire. Alors, direction les marchés, on constate là peu de volatilité sur le marché, notamment lundi et mardi. L'appétit justement pour le risque diminue à l'approche des statistiques clés, notamment sur l'inflation américaine. Effectivement, Wall Street a quand même terminé en hausse, alors que les investisseurs se sont quand même réjouis de l'adoption par le Congrès américain du plan d'investissement dans les avoirs, dans les infrastructures qui ont été effectivement voulus par le président Joe Biden, même si les gains ont été quand même assez limités à la suite du déclin donc du titre Tesla. On va regarder rapidement, on va jeter un petit coup d'œil sur l'action juste après. On a eu une séance plutôt positive, notamment lundi, mardi légèrement, un petit retracement hier en fin de clôture. Est-ce que c'est signe d'une dépréciation des indices américains? Nous allons voir par la suite. En tout cas, le S&P 500 a été plombé justement par le recul d'environ 10% de Tesla, un sondage comme vous le savez peut-être organisé dimanche sur Twitter par le patron Elon Musk. Et une majorité des millions de personnes ayant pris au sondage se sont prononcées dimanche pour que Elon Musk vende 10% de ses parts dans le groupe. Musk d'ailleurs avait justement assuré qu'il se conformerait aux résultats pour justement payer les taxes actuellement sur ses plus-values via ses titres avec la société Tesla. Alors le secteur de l'industrie, des matériaux finis dans le vert, à la suite de l'adoption donc par le Congrès américain samedi du plan de 1000 milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures. Il faut savoir qu'il s'agit là de l'un des projets majeurs de l'agenda politique du président américain Joe Biden, en parallèle aussi d'un plan d'investissement dans des mesures sociales et bien sûr contre le changement climatique sur lequel la Chambre des représentants devrait se prononcer la semaine prochaine. Très clairement, je peux dire qu'à l'instar un petit peu des Européens, les Américains n'ont pas froid aux yeux et continuent à enchaîner en tout cas les plans de relance, les plans majeurs supérieurs à 1000 milliards de dollars d'investissement, alors que là on se rapproche de la fin de saison des résultats des entreprises, puisqu'on constate que 81% des entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats ont dépassé les attentes, donc globalement des résultats extrêmement solides. Cette semaine, nous avons eu des résultats d'entreprises qui sont tombés, notamment PayPal, que nous allons bien sûr parler juste après, notamment au niveau du programme du jour, et ceux de Coinbase Global. On a parlé hier lors du webinaire, l'exchange de crypto-monnaie aux États-Unis, qui effectivement, les résultats sont sortis assez négatifs. Nous verrons un petit peu l'impact sur le marché cet après-midi à l'ouverture de la séance de Wall Street. En tout cas, ce matin, légère hausse sur l'ensemble du marché indiciel. Comme je vous le disais, l'appétit pour le risque a porté plusieurs indices à des niveaux records, notamment ces derniers jours, ces dernières séances, mais il se pourrait que des investisseurs se montrent maintenant un petit peu plus prudents
à l'approche donc de la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis à 14h30, pardon. Dans son rapport semestriel sur la stabilité financière publié lundi, la Réserve fédérale américaine a expliqué que les craintes d'une accélération durable de l'inflation et d'un resserrement des politiques monétaires sont devenues les principales préoccupations des investisseurs, prenant justement le pas sur la pandémie du Covid et une nouvelle dégradation, je dirais, de la situation sanitaire, une remontée rapide des taux et des tensions accrues, je dirais, sur l'immobilier chinois, figurent en outre, selon elle, aussi permis, je dirais, les principaux risques à court terme. Effectivement, on a d'ailleurs justement suivi un petit peu le président Emmanuel Macron qui a parlé hier soir à 20h pour évoquer la situation sanitaire en France. On a eu une certaine accalmie sur les taux, mais ça pourrait très bien repartir. Et notamment, par ailleurs, le dossier qui est actuellement en suspense, c'est Evergrande qui n'est pas terminé pour autant. Donc, certains appétitoristes pourraient effectivement ressurgir très clairement d'ici les prochains jours ou les prochaines semaines. Et forcément, ce constat est susceptible d'inciter un peu plus à la prudence des investisseurs qui ont certes salué avant-hier les chiffres meilleurs qu'attendus du commerce extérieur chinois, et comme je vous le disais aussi, l'adoption par le Congrès américain du plan Biden pour les infrastructures, mais attendent désormais les chiffres des prix à la consommation aux États-Unis, principal rendez-vous macroéconomique de la semaine, donc bien évidemment aujourd'hui. En tout cas, la séance en Europe pourrait quand même être animée, même si on a peu de volatilité, comme je vous l'avais évoqué. C'est quand même, je le trouve, assez mou en ce moment. Mais bon, je me méfie un petit peu. C'est pourrait qu'on assiste à un calme avant une prochaine tempête. Peut-être qu'on aura quelques éléments intéressants sur les politiques monétaires à venir et ça déclenchera un petit peu plus de volatilité dans ce marché globalement mou, je trouve, en ce début de semaine. On a très peu d'actions, que ce soit sur les indices des devises étrangères, un peu de matières premières, mais si on regarde un petit peu plus au niveau de l'indice de volatilité, on trouve qu'il y a beaucoup plus de mouvements pour le moment sur le marché cryptographique, notamment les différents records sur l'Ether et le Bitcoin. Je parle souvent du S&P 500, l'indice de référence de la finance mondiale. Il faut savoir que les 5 plus grosses compagnies du S&P 500, en tout cas l'évolution très clairement des poids lourds, je vous en ai parlé la dernière fois, je vous ai parlé effectivement de plusieurs entreprises dans le Nasdaq et je dirais, des clubs de 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière avec notamment Tesla qui était passé devant Facebook. Je vous ai parlé effectivement des grosses technologiques du Nasdaq, les poids effectivement sur le marché indiciel des stars de la tech. Donc là, effectivement, ce qui est très important, c'est, on a vu récemment sur le site de recherche Banco Research qui avait publié il y a quelques jours de cela en début de semaine, et on avait effectivement constaté que notamment les fameuses GAFA, Microsoft, Apple, Alphabet, donc la société mère de Google, Amazon, Facebook et maintenant Tesla qui est passé devant, pèsent aujourd'hui 25% de la capitalisation de l'indice S&P 500. Et une telle concentration autour des 5 plus grandes valeurs n'avait pas été observée depuis 1969. Donc là, on est quand même, je dirais, dans un record, d'où cette hausse un petit peu plus sur les indices américains, donc sur le S&P 500, qui trompe l'œil un petit peu, puisqu'on ne va pas se mentir, les 5 sociétés pèsent un quart de l'indice américain du S&P 500, et qu'on voit que la performance qu'ils ont réalisée cette semaine, et surtout ces 5 sociétés-là, tirent l'indice plutôt à la hausse. Encore une fois, belle performance du S&P 500, mais plutôt, je dirais, moi, à mon goût, un S&P plutôt, non pas 500, mais 495, étant donné que la perf actuellement annuelle, c'est fait très clairement par des sociétés qui pèsent plus de 1000 milliards de capitalisation boursière. Et encore, ce serait intéressant même d'élargir un petit peu plus pour ajouter, bien sûr, Tesla, Facebook, Nvidia aussi, qui pèse aussi aux alentours des 400-500 milliards de dollars. On a bien sûr Facebook que je vous ai rajouté sous la barre des 1000 milliards. Et puis un peu loin derrière, ça reste Netflix, à mon avis. Si on rajoute ces sociétés, on devrait attendre 27 voire 28
du S&P 500. Quasiment, on est proche du 1/3 de l'indice des 500 plus grosses capitalisations américaines. Maintenant, comme je vous le disais, la concentration des 5 plus grosses valeurs de l'indice atteint un niveau record depuis plus de 50 ans. Et l'ancien record était détenu. À quel point on voit aujourd'hui comment ça a changé. Lorsque en tête, à l'époque, vous avez eu du IBM, vous avez du General Motors, vous avez de l'Exxon, vous avez du AT&T, vous avez du Eastman Kodak. On voit que ça, c'était en 1969 et ça représentait à l'époque 25% du S&P 500 au niveau de la pondération. Aujourd'hui, on ne retrouve aucune de ces sociétés en tête. C'est fou comment l'évolution a eu lieu, comment on voit la révolution, je dirais, numérique et digitale a aussi bien sûr une part importante dans ces changements mondiaux de l'indice américain, j'ai envie de dire, et dans la rotation surtout sectorielle qui s'est opérée avec notamment la révolution numérique, suite aussi après l'année des années des dot-com, et finalement très clairement les sociétés technologiques qui sont sur les premières places du podium. J'en ai parlé également il y a quelques jours, le Bitcoin a inscrit un nouveau record pour essayer de changer de sujet concernant les autres marchés. Le Bitcoin a un nouveau record historique en dépassant bien sûr les 68 000 $. Et si vous regardez, il y a un indicateur qui est extrêmement intéressant qu'il faut effectivement regarder, notamment avec le ratio de la smart money et de la dump money, c'est l'indicateur ROLD. On peut regarder effectivement, vous pouvez rechercher sur Internet cet indicateur avec la pondération entre ce qu'on appelle la smart money et la dump money. Alors, si on traduit littéralement, qu'est-ce que ça veut dire la smart money et la dump money? C'est tout simplement l'argent intelligent et plutôt, je dirais, l'argent entre guillemets stupide. L'argent intelligent, c'est surtout l'argent des investisseurs. C'est généralement eux qui font marcher un petit peu les marchés d'une manière générale. Et la dump money, c'est plutôt l'opposé, c'est plutôt l'argent stupide. Je dirais pas que c'est pas l'argent des particuliers, parce que bon, effectivement, il y a des particuliers qui savent très très bien se positionner sur les marchés, mais c'est l'argent surtout qu'investit, je dirais, un investisseur au mauvais moment et au mauvais endroit. Et en fait, ce ratio permet de voir où le marché se situe dans la phase qu'on appelle le bull run, c'est-à-dire une accélération haussière. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir la longueur des cycles via la pente de l'indicateur ROLD. Et en fait, celui-ci, je dirais, actuellement suggère que la hausse n'est pas terminée. Si on regarde le graphique, alors je l'ai pas sur ce webinaire, mais je vous montrerai dans une prochaine séance, que la hausse aujourd'hui sur le marché des crypto-monnaies n'est pas terminée si on regarde le cycle actuel. Si on prend bien sûr et si on compare avec les précédents cycles, effectivement, on a vu qu'il y a effectivement différentes zones de distribution et d'accumulation. Et là, quand l'indicateur rentre dans cette fameuse zone, on voit qu'il y a eu des pics en 2011, il y a eu des pics en 2014 exactement. On a vu hier notamment sur le marché des crypto-monnaies sur l'Ether et notamment le Bitcoin avec 2011, 2014 et même en 2018. Et là, effectivement, je pourrais dire que là, on peut repartir sur une nouvelle accélération sur le marché des crypto-monnaies, notamment bien sûr le précurseur qui est notamment le Bitcoin. Donc, bon, en tout cas, je vous laisserai bien sûr regarder cela sur Internet. C'est un indicateur extrêmement pertinent. Je trouve qu'il donne vraiment de niveaux très propres et qui permet effectivement de situer un petit peu où vous en êtes au niveau d'un investisseur swing, un investisseur moyen long terme. Si vous n'êtes pas pressé, si vous avez le temps devant vous, eh bien, c'est bien de se situer aussi sur une stratégie, sur un plan d'action qui est plutôt aussi de temps en temps orienté sur du moyen long terme, où là, effectivement, ça peut être intéressant de pouvoir travailler dessus. Alors, au niveau du calendrier économique, donc comme je vous l'avais évoqué, donc je vous parlais bien sûr de certaines actions aujourd'hui, notamment l'action PayPal, que nous regarderons juste après par la suite sur l'analyse graphique, et notamment les indices européens et le DXY, donc l'indice américain. On va commencer d'abord, bon, effectivement, il y a eu le discours qui était plutôt rassurant la semaine dernière, notamment sur les banques centrales avec la Réserve fédérale américaine. Cette semaine, un nouveau test avec le fameux IPC aux États-Unis, que l'on suivra de très près, l'indice des prix et la consommation qui pourrait continuer donc de progresser.
Bien sûr, nous observerons cet été, enfin, nous avons eu effectivement notamment cet été la Réserve fédérale qui garde toujours ces taux extrêmement bas. En revanche, le tapering dont je vous avais parlé, qui devrait commencer donc ce mois-ci, 15 milliards de dollars de moins chaque mois jusqu'à après juin, hein, et ensuite peut-être une discussion sur la hausse des taux. En tout cas, 15 milliards de mois, c'est quand même pas mal, ça fait à peu près 105 milliards au niveau de la réduction des achats d'actifs. L'inflation qui poursuit, on regardera cela aujourd'hui donc aux États-Unis, aux alentours de 14h30, vous allez avoir l'information qui sortira. Vous avez comme chaque semaine des inscriptions hebdomadaires au chômage, puisque la prévision c'est une inscription à hauteur de 265 000 contre 269 000 le mois précédent. Donc bien sûr, des inscriptions moindres, forcément le dollar risque de se renforcer et vice-versa. Et on a bien évidemment les stocks de pétrole comme chaque mercredi. Le programme du jour, donc le mercredi 10 novembre, on va aborder l'action PayPal, l'indice parisien, le CAC 40, le DXY et éventuellement le Germany 40, donc le DAX 40. On va démarrer par l'action PayPal. Alors, on débarque sur l'action PayPal. Nous sommes sur un graphique mensuel où là, effectivement, PayPal a annoncé une très très forte chute, une baisse de la société qui avait annoncé notamment les crypto-monnaies en avril. Hein. On verra que le secteur est d'une manière générale plutôt positif. L'annonce qui a été donnée donc en avril était plutôt positive pour PayPal. On va suivre cela avec attention. Voici l'évolution boursière de PayPal. On voit une baisse extrêmement prédominante. On va le voir également sur les indices américains. Où là effectivement les indices américains hier ont plutôt clôturé en baisse. On retrouve le seuil des fameux 200, voire un peu en dessous. On est sur les 50% des retracements de Fibonacci, hein, comme vous pouvez le constater ici. D'accord, donc je vais vous le présenter ici. On est sur les fameux 50% des retracements de Fibonacci. Au niveau des chiffres, puisque les résultats ont été publiés hier, les chiffres d'affaires en hausse de 13% d'une année à l'autre, 6,18 milliards de dollars contre 6,23 attendus, donc un peu en dessous malgré cette hausse de 13% par rapport à l'année dernière, même si PayPal aurait pu également profiter des ventes en ligne. Donc une hausse qui est restée tout de même modérée, hein, comme on le voit ici, cette période-là, qui a été modérée en dessous du consensus. Nous avons eu un résultat par action à hauteur de 1,11, un peu en dessous du consensus qui attendait 1,07. Le volume des paiements également en hausse de 26%, et donc plus de 13,3 millions de comptes à 416 millions au total. Nous avons également un partenariat avec Amazon qui était plutôt positif, qui pourrait effectivement amener donc un retour haussier avec ce partenariat avec Amazon, donc pour payer notamment avec son application, l'application PayPal venons donc pour 2022, ce qui pourrait éventuellement nous amener à penser qu'il serait possible au travers de PayPal de finalement alimenter son compte PayPal en crypto-monnaie et de payer bien sûr ses achats sur Amazon. En tout cas, c'est une possibilité suggérée, mais ici, c'est simplement ce partenariat qui pourrait être plutôt positif pour 2022. On avait vu, effectivement, on l'avait évoqué, il y a une baisse également sur l'indice de la tech, hein, le Nasdaq, l'US Tech 100, que vous allez recevoir notamment pour la séance européenne ce matin, qui amène donc à une baisse de beaucoup d'actifs. Les prévisions pour T4, donc un peu également en dessous du consensus, un chiffre d'affaires entre 6,85 et 6,95 milliards de dollars de consensus. Le consensus était à 7,24, donc le résultat par action est à 1,12. Ça c'est pour T4 hein, contre 1,27 attendu par le consensus des économistes. Alors les prévisions 2021 au total, le chiffre d'affaires pourrait être en tout cas, la prévision est en baisse de 18% par rapport à ce qui a été précisé avant 25,5 milliards contre 25,78 milliards attendus par le consensus. Donc des résultats plutôt négatifs. Hein. C'est l'une des raisons pour laquelle aussi PayPal décélère fortement. À la clôture de Wall Street, on a terminé à moins 10,46% comme vous pouvez le voir ici à la clôture de Wall Street. En 2022,
De la même façon, un chiffre très attendu en hausse de 18% par rapport à 2021, mais inférieur, donc, comme je l'avais évoqué, au consensus. Donc ici, PayPal attend 30 milliards contre 31,1 milliards attendus par le consensus. Cela est dû donc à des problèmes, notamment, on a parlé juste avant dans la chaîne d'approvisionnement notamment. Voilà un peu les résultats de PayPal qui est donc en forte chute, qui vient de casser un niveau de support important, les fameux 226,01, donc les fameux 38,20% des retracements de Fibonacci. Donc là, on se dirige tout simplement. Donc les 200 $ ont été effectivement touchés. On va regarder ensemble, notamment le point le plus bas de cette semaine. Alors là, je suis sur le graphique mensuel. Je vais me mettre sur le graphique hebdomadaire. Hop, on voit qu'effectivement, sur le graphique hebdomadaire, on a cassé ici la zone de support ici importante, qui a été cassée notamment hier. Alors, nous sommes sur une bougie hebdomadaire, donc ce qui veut dire que la bougie n'est pas totalement terminée. Il reste encore aujourd'hui, demain et après-demain pour la terminer. Mais bon, il se pourrait vraisemblablement, ce n'est pas forcément subjectif, que la décélération puisse se poursuivre. Et donc là, effectivement, on n'est pas totalement en zone, effectivement, on est en zone de survente actuellement, comme vous pouvez le constater ici. Le RSI indique qu'on est en zone de survente. On est actuellement, au moment où on se parle, à 16,10. Donc il y a forte probabilité pour que le marché consolide un petit peu. D'ailleurs, à ce sujet, si on repart sur le graphique mensuel, on est quasiment donc sur les 50% des Fibonacci, qui est l'équivalent plus ou moins de l'Akijun-sen ici, qui représente donc ici les 50% des Fibonacci. Ça pourrait être effectivement un point intéressant d'achat. On va regarder sur du court terme, notamment en daily. Alors, en daily, on est, comme je vous l'avais évoqué, on était sur les 50% de Fibonacci en mensuel. En daily, on est sur les 76,60%. Donc, ça pourrait être intéressant de voir comment vont réagir les marchés aujourd'hui. À noter qu'il y a un gap baissier ici, qui est extrêmement important. À noter que, statistiquement parlant, les gaps ont tendance à être comblés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, on risque d'avoir un rebond pour aller combler ce gap, donc aller rechercher de nouveau les fameux 226,12. Donc actuellement, on a clôturé à 205,42. On pourrait effectivement ramener le prix à 226,12 et éventuellement repartir à la baisse. On va regarder ensemble l'analyse trading centrale sur, alors je ne sais pas si je l'ai ici, hop. Ah non, je l'ai pas ici, j'ai l'impression. Hop. Non, alors je l'ai pas sur l'analyse. En tout cas, tout nous porte à dire que l'action pourrait effectivement rebondir sur ces fameux 78,60%. Donc un petit point d'achat, éventuellement des stops en dessous du point le plus bas ici. Le point le plus bas, c'est 200,68. Donc on pourrait effectivement avoir un rebond pour aller chercher les 210, 220 en extension. Voilà pour l'action PayPal. On va aborder dorénavant donc l'indice parisien qui effectivement va d'abord regarder sur du mensuel que nous donne l'indice parisien. Alors à noter que, je ne sais pas si je vous en ai parlé la dernière fois, on a ici ce qu'on appelle un avalement haussier. Alors c'est quoi cet avalement haussier? C'était le mois précédent. Généralement, quand on a un avalement haussier, le marché a tendance à accélérer la prochaine séance. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Un avalement haussier, c'est que vous avez une bougie qui est plus importante d'une bougie généralement sans mèche, qui effectivement là, vous voyez que c'est pas méché, c'est juste un corps. Là, vous n'avez pas de mèche. Donc, quand on a effectivement une bougie qui avale la précédente, généralement, c'est annonciateur d'un retournement haussier, d'une accélération haussière. Donc là, effectivement, tout nous porte à dire que l'indice parisien peut aller chercher les 7100, voire les 7250. On va regarder un petit peu plus sur du moyen terme que nous donne le graphique. Alors, attendez voir, on va regarder ensemble. Hop.
Alors en hebdomadaire, donc on en a parlé la dernière fois, on a effectivement ici la bougie n'est pas terminée puisque nous sommes en semaine. Donc la bougie annonce actuellement une forme de doji, c'est-à-dire quasiment, si on zoome un petit peu, vous voyez ici, on a ici un doji. Alors je vous inviterai bien sûr à regarder qu'est-ce qu'un doji. C'est une bougie quasiment sans corps. Vous voyez que là, par exemple, le prix d'ouverture et le prix de clôture sont quasiment au même niveau. Et donc, généralement, un doji est généralement annonciateur d'une figure d'indécision. Et donc, tout nous porte à dire que, effectivement, le CAC 40 pourrait annoncer des signes d'affaiblissement, des signes de retracement, ce qui pourrait être intéressant pour aller déterminer de nouveaux points d'entrée, des points d'achat. Donc moi, ce que je pourrais plutôt suggérer, c'est de patienter un petit peu, peut-être un petit retracement et reprendre la dynamique haussière. Donc là, effectivement, la tendance reste haussière. On est ici, d'ailleurs, à ce sujet, on est en surachat, hein, comme vous pouvez le constater, qu'on est actuellement en surachat. Ce qui pourrait être intéressant encore, c'est les zones de divergence. Hein, ici, on a ce qu'on appelle une divergence baissière qui n'a pas encore été confirmée, hein, puisque la confirmation se fera uniquement si on a une prochaine bougie rouge. Donc, ce qui veut dire que la semaine prochaine, si on a une bougie rouge, généralement, c'est annonciateur d'une divergence baissière. Alors, qu'est-ce qu'une divergence baissière? Je ne sais pas si je vous en ai parlé la dernière fois. Une divergence baissière, c'est tout simplement ça. Alors, attendez, je vais essayer de voir si je peux le coller ici. Hop. Alors, on va essayer de voir. Hop. Alors, on va essayer de le faire, excusez-moi. Ah, on peut pas le faire. Donc, je vais essayer de... Voilà. Une divergence baissière, c'est un graphique comme ça. C'est-à-dire que vous avez un marché qui, généralement, donc là, vous avez le prix. Hein, donc, vous avez ici, ça c'est le prix actuel. Donc, c'est ce qui est représenté dans ce graphique ici. Donc, des pics qui vont de plus en plus haut. D'accord? Donc, comme on voit ici. Et vous avez l'indicateur, donc le fameux RSI, le Relative Strength Index, l'indice de force relative, qui annonce donc des pics qui sont de plus en plus bas. Vous voyez que lorsque vous prenez les pics sur l'indicateur, comme vous l'avez ici sur le schéma, bon, effectivement, on a des pics qui sont de plus en plus bas. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que généralement, lorsque vous avez ce type de configuration, le marché a tendance à décélérer derrière. Donc, comme vous pouvez le voir ici, la flèche qui se dirige vers le bas. Donc, généralement, c'est annonciateur d'un retournement baissier. Alors, on peut avoir et confirmer cette décision uniquement si on a une bougie rouge ici. Donc, ce qui veut dire que si on a une bougie rouge ici, on peut avoir un retracement donc sur l'indice parisien. Et donc, on pourrait effectivement acheter de nouveau sur cette zone-là, sur l'ancienne zone de résistance qui a été cassée, donc qui fait office maintenant de support. On va aborder maintenant l'US Dollar Index. L'US Dollar Index, c'est l'indice américain, qui effectivement est extrêmement bien orienté. On va regarder d'abord sur le graphique mensuel. Donc j'ai effectivement tracé en amont les retracements de Fibonacci. Alors, j'ai pris bien sûr le point le plus haut, le point le plus bas. On a effectivement ici ce qu'on appelle un double bottom, donc un double creux. Hein. On a ici un double creux, c'est-à-dire un double creux comme une forme de W, hein, comme j'ai dû vous le montrer la dernière fois. On a effectivement ici le schéma, hein, pour vous montrer un peu l'exemple. Un double bottom, c'est quand vous avez ici, comme vous pouvez le constater, là vous avez un petit creux, là vous avez un creux, comme vous l'avez sur la configuration graphique. Et généralement, statistiquement parlant, le marché a tendance à faire ce qu'on appelle un pullback, une cassure de la ligne de coup qui serait là. Donc, une fameuse cassure de cette ligne de coup pourrait effectivement, ici, donc, comme vous l'avez évoqué ici, pourrait annoncer une accélération haussière vers les 50% des Fibonacci, soit aux alentours des 96,101. Et donc, ça pourrait annoncer donc une accélération comme vous l'avez ici sur la configuration graphique, refaire ce qu'on appelle un pullback, un retour sur la ligne des 94,47 et éventuellement
repartir pour aller chercher et profiter de la dynamique haussière. Généralement et statistiquement parlant, ce que vous avez ici dans la configuration haussière, donc du DXY, vous reportez exactement pour aller chercher les targets, pour aller chercher les objectifs. Donc on peut aller chercher d'abord dans un premier temps les fameux 50%, soit les 96 101, puis les 97 727, comme vous l'avez ici sur les retracements de Fibonacci qui sont donc à 50% ici et 61,8%. Vous êtes là sur du mensuel, on va regarder un petit peu plus sur de l'hebdomadaire. De l'hebdomadaire, ça conforme un petit peu ce que je suis en train de vous dire. On est effectivement sur un canal haussier. Un canal haussier, donc vous avez effectivement un creux là, un creux ici, un pic là, un pic là. Le marché, bien sûr, a tendance à généralement accélérer pour aller chercher donc cette fameuse résistance, bon, les fameux 96% que nous avions vu juste avant sur le graphique mensuel. On va regarder un petit peu sur du daily. Bon, il n'y a pas énormément de choses, mais pour essayer de déterminer un petit peu plus de bons points d'entrée. Donc là, effectivement, on est quand même sur une belle configuration haussière sur le fameux DXY, donc l'US Dollar Index sur la plateforme, sur votre plateforme à vous. Enfin, dernier actif, on va aborder donc le Germany 40, donc le grand frère, je dirais, de l'indice parisien, qui est extrêmement bien orienté aussi, qui est légèrement en baisse à l'ouverture de la séance européenne, comme vous pouvez le constater. Donc là, on est sur un graphique mensuel et effectivement, on a ce qu'on appelle ici un V-bottom. Alors un V-bottom, c'est quoi? Ici, c'est une sorte de V. Alors, je vais voir, vous avez le graphique ici. Vous avez effectivement le V-bottom qui est représenté un petit peu. Donc, vous avez le schéma ici. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, vous avez ici donc une forme de V, comme vous l'avez sur le schéma ici. Bien sûr, je vous recommanderais de vous renseigner qu'est-ce qu'un V-bottom. Et généralement, ce que vous avez comme target à l'intérieur de ce V, donc là, en l'occurrence, c'est ce que vous avez ici. Vous le reportez exactement au-dessus. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez aller chercher les 16 380. Ça serait le prochain objectif donc du Germany 40. En tout cas, tout nous porte à dire que l'indice, même si c'est en légère baisse aujourd'hui, en moins 0,06% de baisse, le marché annonce quand même une belle accélération. On voit bien d'ailleurs que la bougie japonaise mensuelle qui a terminé le mois dernier au-dessus des 127%, au-dessus des 15 545,6. L'objectif, c'est d'aller chercher les 141,40% des retracements de Fibonacci pour aller chercher donc les 141, donc les 16 379. Donc là, on est sur du graphique mensuel. On va essayer de raccourcir les unités de temps. Effectivement, même si on est actuellement sur la bande de Bollinger supérieure, on voit comment le marché réagit pile de manière chirurgicale sur le support que vous aviez ici. On n'est pas totalement suracheté, on est actuellement certes un petit peu au-dessus du RSI, mais on peut encore accélérer. C'est pas parce qu'on est au-dessus du RSI que forcément le marché va consolider. On voit bien qu'on était là, c'était au-dessus, ça a consolidé légèrement, il s'est reparti après. Donc on peut effectivement avoir un petit retracement et repartir par la suite. En tout cas, la dynamique est fortement haussière sur le Germany 40. On va regarder en journalier. Donc là, actuellement, on est sur une légère résistance. On voit que d'ailleurs, il y a une petite cassure sur la résistance du 13 août 2021, à savoir que je suis sur le graphique journalier. Tout nous porte à dire que même si on peut avoir une phase de consolidation, étant donné qu'on est totalement suracheté, le marché peut légèrement consolider et repartir par la suite sur des graphiques notamment supérieurs, donc des graphiques mensuels, hebdomadaires et des graphiques hebdomadaires et mensuels. Voilà pour aujourd'hui. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à demain pour un nouveau point de marché. À très bientôt.